En fait, l'idée pour moi, c'était en fait de... Parce qu'il faut s'inscrire dans une ligne temporelle. Longtemps. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de faire un film rapidement après mon premier long métrage, The End, qui était aussi à l'Acide, qui n'est pas encore sorti en France, on n'a pas encore eu cette chance, mais on a eu un très très bon retour et tout ça. Sauf que ça m'a pris un peu 4 ans entre le moment où j'ai écrit la première version de scénario et le film terminé. 4 ans, à un moment donné, c'est beaucoup. Enfin, je l'avais ressenti comme beaucoup de temps passé sur quelque chose qui me ressemble beaucoup et tout ça. Et avec les films, ce qui est intéressant, c'est des points dans l'espace. C'est-à-dire qu'on s'approche d'un point, on est cohérent, on est synchrone avec tout ce qui est dans l'objet filmique et tout ça. Et à un moment donné, on s'éloigne. Donc ça nous dépasse, ça devient autre chose. C'est pas que je regrette le temps passé dedans, mais je trouve que c'était lent. Et j'avais envie de ne pas m'encrouter, passer 4 ans ou 5 ans à essayer d'avoir les moyens, parce que finalement c'est ça qui est contraignant, c'est d'avoir les moyens de ses ambitions par rapport à une histoire donnée, tout ça. Donc je voulais en fait rebondir rapidement. J'étais super impatient, sachant que le deuxième film est beaucoup plus complexe en fait à concevoir et à écrire, parce que c'est un deuxième film, c'est beaucoup plus complexe que le premier long métrage. Et donc je voulais pas me perdre là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de doutes qui s'installent, il y a des questionnements très très profonds qu'on n'a jamais avant de faire son premier long métrage, qui jaillissent, on sait pas, je sais pas, on sait pas où. Et pour le deuxième long métrage, et je trouvais intéressant presque de me prendre par surprise. Je ne sais pas comment dire ça autrement, mais c'est-à-dire de précipiter presque les choses et d'arriver au moment où je vais tourner un long métrage. Après, en fait, se sont posées les questions, qu'est-ce que j'avais envie de raconter, et après, forcément, les moyens de cette histoire-là. Et moi, généralement, comme j'écris mes propres histoires, je m'arrange pour me caler par rapport à ce que j'ai décidé au départ, c'est-à-dire en termes de choix d'histoire, en termes de son développement. Et puis en fait, par rapport aux moyens dont j'ai besoin en fait, parce que là, on a fait le choix avec mon producteur. On pouvait en fait attendre pendant 3 ans, avoir les subventions, les machins, toquer chez tous les guichets, tout ça pour avoir les moyens. Ou alors dire, ok, il y a aussi la possibilité extraordinaire de pouvoir aller faire un film en renégat, en quelque sorte, en pirate. Et c'était important pour moi de me, disons, bourgeoiser, parce qu'à un moment donné, on attend toujours les 800 000 euros, ce qui est une somme très très importante pour un film, en tout cas au Maroc. Mais là, je voulais vraiment aller très vite. C'est-à-dire, il y avait aussi une démarche qui allait contre le sens de ce que j'avais fait avant. J'avais besoin d'aller ailleurs, de chercher autre chose, de me confronter aussi à autre chose. Et de fil en aiguille, à travers l'histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire d'un revenant qui, 30 ans après, il y a une sorte de parenthèse enchantée réelle au Maroc, entre 81, les émeutes de pain de 81 de Casablanca, et 2011, là, le printemps arabe, on va dire, dans le monde arabe, mais surtout son expression au Maroc, à Casablanca. Donc, et j'ai trouvé en fait cette histoire de revenant, presque de zombie, qui revient et qui traverse la ville. On est en temps réel, on le suit, et de créer en fait une démarche intéressante aussi par rapport à son point de vue et le point de vue du monde actuel, parce que lui vient du passé et il rencontre des gens du présent, et comment en fait à un moment donné ça se mélange, pour lui le passé et le présent se mélangent, et progressivement on commence un voyage initiatique où il va embarquer en fait une équipe de télévision, parce que c'était ça, j'aime l'idée en fait d'un monde qui existe parce qu'on le perçoit de manière différente selon le point de vue du personnage. Il y a le vieux qui est un peu un flic, il y a le jeune qui est un jeune lourd, un peu un fougueux et fou. Et puis il y a le monsieur au milieu qui veut juste avoir sa place dans le monde, garder sa femme, percer, je sais pas, avoir un prix Pulitzer ou un prix de presse. Même s'il triche en fait, ça ne le gêne pas. Et ça dit beaucoup de choses sur le monde actuel. Ou alors faire semblant de raconter le présent en parlant du passé. Pour moi, c'était beaucoup plus ça, en fait. C'est-à-dire, je donne l'impression que c'est actuel, qu'on a une urgence dans les événements un peu politiques ou sociaux, alors que ça ne raconte que le passé. Et ce passé-là, même si on ne le montre jamais, il n'y a pas de flashback, il y a pas ces ingrédients qui nous font voyager, mais je pense qu'on voyage parce qu'il rencontre les séquelles en fait de cette époque, c'est-à-dire les journalistes qui changent de bord, le monsieur un peu vieux, sa femme, etc. Et ça raconte tout un pan en fait de la société en fait qui a évolué 30 ans après. Ça raconte l'histoire d'une dégénérescence en quelque sorte de sa propre vie. C'est-à-dire comment le monsieur il est juste sorti pour acheter un truc, il ne revient pas qu'après 30 ans, et comment en fait il trouve que le temps a fait son œuvre, pas forcément sur lui, c'est beaucoup plus sur les autres que sur lui en fait, presque ironiquement, c'est-à-dire les gens ils ont été beaucoup plus malades, c'est-à-dire lui il arrive encore à courir, à nager,
à pleurer, à rire, à pleurer sur lui-même, etc. Mais les autres, on a l'impression qu'il y a une sorte d'abattement, une sorte d'érosion qui les a mangés quand même. C'est-à-dire, lui, il a été un petit peu préservé. Ce blackout de 30 ans, ça l'a un peu préservé. Et enfin, à la fin, on a l'impression qu'il est encore plus jeune. Jusqu'au plan final, c'est-à-dire, tout le film, on voit un fou, on ne sait pas quel âge il a, il dit qu'il a disparu pendant 30 ans, etc. etc. Jusqu'au dernier moment, on l'humanise en fait, en le prenant pour un martyr de la cause, etc. Il y a une sorte d'âge, enfin, 10 ans, 15 ans qui s'ajoute dans son visage. Et on l'a joué en fait dans ce sens-là. J'aime bien cette idée-là, en fait, d'avoir une sorte, sans donner d'avis, parce que ce qui était casse-gueule avec un projet comme ça, c'était en fait de rentrer dans l'agitation ou dans le militantisme. Sauf que c'est pas intéressant, parce que c'est intéressant, c'est vraiment le voyage émotionnel. C'est-à-dire comment, en fait, à un moment donné, on voit quelqu'un de loin, on ne s'identifie pas parce qu'il a une tête pas possible, il habille bizarrement, il parle bizarrement, c'est complètement désarticulé, en fait, l'histoire qu'il raconte, et progressivement, on adhère à sa quête. Et de cette quête-là, en fait, même on rentre dans son intériorité suffisamment pour aussi s'émouvoir par rapport à ce qu'il a vécu, comment il le vit, et puis comment ça se termine plutôt mal pour lui, en fait. Comment, finalement, toute cette agitation, ce cœur à l'ouvrage n'a pas abouti forcément au résultat qu'on attend. Disons, en fait, que pour parler du printemps arabe, il est trop tôt, je pense. C'est toujours en train de s'agiter dans tous les sens. Donc ça va être vraiment possible comme, de manière factuelle, parce qu'il y a des choses qui sont passées, il y a une histoire qui s'écrit à plusieurs vitesses, il y a des pour, des contre et tout ça. Moi, personnellement, je suis assez méfiant c'est pas de l'exaltation que ça a suscité en fait. Après, on se retrouve avec un monde déstructuré, c'est-à-dire si on regarde maintenant l'Égypte ou la Libye ou la Tunisie, ils ont beaucoup de mal à rebondir parce que ce système-là n'a pas généré des hommes fédérateurs. Il n'a généré que des dissensions, que des problèmes, que de la hargne en quelque sorte, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de mal à créer une société structurée de manière à avoir un chef d'État, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais il y a toujours un pourcentage de population qui est pour, et donc on fait avancer. Donc on a beaucoup de mal à ce que la greffe démocratique fonctionne, parce qu'on ne peut pas partir des déserts vers des jardins. C'est-à-dire, il faut un temps de latence. Et je n'ai pas la prétention de raconter ça. Je trouvais très drôle que beaucoup de gens m'interpellent sur l'idée que c'est un film sur le printemps arabe, sauf que ça n'a jamais été le cas. La ville est un personnage, c'est-à-dire dès le départ, c'est-à-dire l'idée, en fait ce qui est difficile dans le fond de footage pour quelqu'un qui est maniériste comme moi, c'est quand finalement on contrôle pas grand-chose, c'est-à-dire ça se passe, j'ai pas envie, il y a des gens, j'ai pas envie de les filmer, il y a des moments de la journée qui m'intéressent pas en termes de lumière pure et tout ça, donc comment jouer de ça? Donc on a trouvé plein de solutions. La première, c'est de ne tourner que dans des endroits de Casablanca qui ne sont pas des endroits à visiter, en tout cas c'était un peu les bas-fonds, et de coller en fait tous ces mots-là, ça donne l'impression que la ville est en guerre en fait. Il y a des travaux, il y a des trous, c'était foisonnant et pas forcément dans le sens agréable du terme. Et je trouvais intéressant ça, c'est-à-dire la légèreté, c'est-à-dire c'est là on revient au choix de l'équipe réduite, parce que ça nous a permis de passer comme une vraie équipe de reportage, c'est-à-dire personne finalement ne nous regarde parce que c'est très banalisé d'avoir quelqu'un qui filme avec une 5D et qui marche, qui suit quelqu'un, on ne sait pas ce qui se passe. En plus, c'est pas écrit avec du dialogue, c'est-à-dire le dialogue n'était pas le moteur de l'histoire, j'avais écrit des dialogues très précis, tout ça, mais ce qui m'intéressait c'est vraiment l'errance dans une topographie de plus en plus accidentée. Il y a des moments de rupture, on se retrouve dans un champ de blé vert, très très vert, ou à la plage, mais quand même une plage crado et tout ça. Donc ça nous a permis d'avoir quelque chose de cohérent. Une toile de fond qui dit aussi la psychologie de tout le monde. Après, il y a beaucoup de choses, enfin, la ville m'a donné beaucoup de cadeaux aussi, c'est-à-dire on se retrouve parfois avec des gens qui nous regardaient, qui participaient aussi presque à l'action, qui étaient là, qui pensaient que parfois ce qui se passait était vraiment réel. Dès qu'on les personnages commençaient à se bagarrer avec, je sais pas, une tierce personne et tout ça, tout le monde pensait que c'était une vraie bagarre. Parce qu'on a tout fait pour que ça ressemble à une bagarre de rue à Casablanca, c'est-à-dire beaucoup d'agitation et pas forcément de coups de poing donnés. Donc, et c'était important que ça sonne juste. Donc, et je pense que sur les réactions instantanées du moment, on était dans le réel, on a fabriqué une sorte de réel qui prenait aussi les gens qui passaient. J'aime beaucoup les moments où en fait on traverse. Il y a beaucoup de couloirs, c'est une histoire de naissance, donc il y a beaucoup de couloirs, on traverse beaucoup de couloirs, on se fait beaucoup le personnage et tout ça. Donc j'aime beaucoup ces moments-là où finalement on a quelqu'un qui regarde la caméra,
qui est surpris. Et c'est une vraie surprise parce qu'il voit surgir deux, trois personnes avec une perche et ils foncent vers lui, tout ça. Donc forcément, ça l'interpelle, ça l'agresse. Et j'aime bien comment la vie nous a rendu en fait ça. Parfois de manière agressive, parfois de manière poétique, mais je pense que ça capture, pour moi en tout cas, moi je suis né à Casablanca, je vis à Casablanca, ça capture l'électricité de la ville. C'est très très beau, d'une manière, c'est très agressif aussi, c'est une ville assez violente. Euh, mais de manière latente, on n'est pas dans, c'est pas le Bronx, c'est pas le Brésil, c'est pas cette violence-là, c'est une violence presque de quelque chose qui descend sur la ville parfois, dans certains quartiers, c'est une sorte de poids. Forcément, c'est un poids social, donc c'est important de voir les gens et de voir ce qu'ils ont sur le visage. Après, je pense que enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime bien tourner avec les têtes un peu. Je suis un grand fan de Sergio Leone, donc je tourne qu'avec des têtes cassées, des gueules pas possibles et tout ça. Et on a trouvé, c'est-à-dire enfin, la personne avec qui mon directeur de casting, il me connaît. Quand je commence un film, il ne va pas me proposer les mignons, les gentils ou les jeunes premiers. Il va juste me dire, voilà, j'ai trouvé quelqu'un, il a une cicatrice ou il lui manque un œil ou quelque chose comme ça. Et ça devient presque quelque chose qui nous amuse en même temps, mais en même temps, c'est des gens qui sont réels. Et parfois, c'est très très surprenant, c'est de trouver beaucoup plus de talent ces amateurs-là, ou des figurants, que dans les vrais comédiens, parce qu'il y a une sorte de spontanéité qu'ils ramènent, qu'ils charrient avec eux, qui leur donne beaucoup plus de force et beaucoup plus de charisme. On peut pas parler enfin, disons que le film, moi, j'ai un truc, mon équipe se foutait de ma gueule parce qu'à chaque journée, je venais le matin et je sortais mon iPhone et je commençais, on va rajouter une séquence. J'ai appelé ça séquence, je sais pas, si on tournait la séquence 22, ça devient 22 bis. Même si c'est pour autre moment, parfois je sais pas même dans quel moment ça va s'installer. C'est ça l'improvisation, c'est-à-dire moi j'écris chez moi et selon le décor et on rajoute ces séquences-là. Mais là, moi je suis pas quelqu'un, je suis assez contrôle fric, donc même quand je tourne, c'est-à-dire ce que je capture, c'est beaucoup plus c'est des bribes, c'est des moments vraiment fugaces, c'est pas des scènes. Il y a aucune scène qui s'est rajoutée en cours de route, qui n'a pas été écrite parce que on avait une histoire à tenir qui était déjà suffisamment complexe et compliquée. J'ai aussi écrit beaucoup. J'ai écrit beaucoup. Il y a des séquences qui sont très complexes à tourner parce qu'il faut beaucoup écrire pour garder très très peu. Pour beaucoup de choses, pour faire un décollage de comédien, pour installer des informations hors champ, pour qu'on commence beaucoup plus en amont pour avoir l'intensité du moment en fait 30 secondes plus tard et tout ça. Donc je pratiquais ça. Je sais pas, comme la séquence avec le monsieur de Wikileaks et tout ça, c'était beaucoup plus lent. Il disait beaucoup plus de choses. Le comédien avait peur tellement ce qu'il disait. Vraiment, je l'ai recopié je sais pas, je sais pas quelle source j'ai pris, mais c'était vraiment des informations sur le Maroc prises de Wikileaks et ça va aller assez loin. Et même mon producteur à un moment donné, mais tu vas mettre ça? Je dis non, c'est juste pour que le comédien comprenne que ça va être aussi violent que ça, mais on n'a pas besoin de toutes ces informations. On n'est pas là pour dénoncer, on est pour plus montrer et laisser les gens, en fait, laisser les informations macérer dans la tête des spectateurs, où qu'ils se soient. Parce que si on a fait un film qui dénonce sur le Maroc, ça va moins intéresser les gens à l'étranger, ça va moins toucher, en fait, parce que finalement, le facteur commun entre nous, c'est notre humanité. C'est notre sentiment de justice, d'injustice, mais on n'a pas besoin de rentrer dans le détail de l'information, même si on ne sait pas où est le Maroc, où est Casablanca, c'est pas important. C'est ça qui est intéressant, c'est de vraiment rentrer vers l'humanité, vers tout ce qui est, voilà, le cœur, les émotions, le côté empathique par rapport à un personnage qui sort comme ça, etc. Donc, mais la part d'improvisation, c'était très peu. C'est-à-dire, parce que ça allait pas être intéressant, on n'avait que 3 semaines pour tourner le film. Et l'improvisation, c'est quand je cadre quelqu'un et puis je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe, je mets le point au fond et lui il parle. C'est-à-dire, on a la séquence que j'ai écrite, plus un truc miraculeux qui s'est passé derrière. Au monté parallèlement, je pense que c'est le premier film où j'avais besoin d'avoir un montage en fait en parallèle. C'est-à-dire, il y a des séquences que j'ai refait, des séquences parce qu'il y a des comédiens qui m'ont plus convaincu une fois qu'on a tourné les choses, donc j'étais obligé de refaire et tout ça. On avait ce loisir là, même si c'était 3 semaines, c'était tellement intense qu'on avait un peu de temps aussi pour revenir sur des détails, pour revenir sur des choses, pour refilmer des moments, pour parfois rajouter une information parce que ça manquait. L'exemple le plus simple, c'est, je sais pas, j'ai beaucoup aimé comment on a habillé le journaliste, mais à un moment donné, c'était trop voyant qu'il était trop habillé par rapport aux autres.
Donc on a rajouté l'information comme quoi, pour se réconcilier avec sa femme, il s'est habillé, il s'est mis sur son 31, donc pour lui c'était genre on va bâcler le travail et je vais rentrer me rabibocher avec sa femme. Donc voilà, c'est vraiment des petites virgules comme ça d'informations qui rendent toute la chose sans trou, quoi, sans des informations qui manquent ou des informations ambiguës en fait qui risquaient en fait de faire perdre le fil de l'histoire. Euh, oui, mais pas pour forcément que pour la censure. Disons que la méfiance des gens et l'autocensure est beaucoup plus forte que toutes les censures du monde parce que on peut tourner ce qu'on veut en fait, mais après pour qui? À la fin, ça va servir à quoi? Donc, et ça c'était important. Après, il faut connaître aussi la vie, c'est-à-dire moi je ne peux pas faire un film. Ce film aurait été difficile si je l'avais fait dans un autre pays ou que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Là, c'est très simple. Pour tourner la séquence la première séquence où le personnage il hurle à bas le régime, nanana et tout ça, j'ai commencé à 7 heures du matin. J'ai tourné ma séquence, après je me suis attaqué à autre chose. Évidemment, il y avait un peu des gens qui ont alerté des flics, aux civils, qui ont passé toute la journée à s'amuser à voir des soleils avec nous. Mais je pense que ça fait partie de la danse, je pense, de résistance. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Après, d'un point de vue étatique ou structurel, il n'y a aucune. Enfin, il n'y a pas de ligne rouge. Les lignes rouges, moi j'ai fait droit. Les lignes rouges, ils sont dans la Constitution, ne pas toucher le roi, respecter la religion. Notre langue officielle, c'est l'arabe. Basta. Après, le reste, c'est des règles de droit et de gestion de tous les jours. Donc c'était important. Mais après, je pense que le plus important, c'est aussi de pouvoir passer en force. C'est-à-dire, forcément, il y a des gens. On a souffert de choses aussi. C'est bête qu'on a un décor et puis quand ils apprennent qu'on est en train de faire un film plutôt politisé sur le printemps arabe, ils se rétractent. En fait, nous, on ne veut pas participer à ça. C'est beaucoup plus on a envie de participer à ça que vous n'avez pas le droit ou quelqu'un qui vient nous empêcher de tourner ou ceci ou cela. Il y a toujours des gens qui n'arrivent pas à se projeter. Donc pour eux, c'est un film sur politique, sur le printemps arabe, attention, attention, etc., etc. Donc, mais bon, je pense que ça fait partie du décor. Il ne faut pas le nier, au contraire, il faut jouer avec. Enfin, quand je dis jouer avec, c'est plus, il faut le prendre en considération et faire avancer. Parce que jusqu'au moment, même sur mon premier long métrage, jusqu'au moment où le film est vu par les gens et qu'ils trouvent que c'est pas un coup dans le vide, c'est pas une provocation facile, parce que c'est important aussi de ne pas rentrer dans leur jeu. Parce que ça peut être très très pernicieux. Si on rentre dans une machine, il va finir par nous broyer, même si on pense qu'on a droit, qu'on a raison ou qu'on a le droit de le faire. Pour moi, c'était beaucoup plus fort, c'était vraiment d'être avec un personnage et d'avoir un background qui est très très important, très dense aussi par rapport à la société. Et sur mon premier long métrage et sur Eux les chiens, le débat a toujours été est-ce que j'ai le droit de montrer ça ou ça. Mais à un moment donné, on réalise que oui, j'ai le droit. Parce que personne ne viendra me le couper dans mon film. Et qu'une fois le film fait et fini, ça y est, c'est trop tard presque. Parce que s'ils décident de le censurer, ça va être, pour nous, on va passer pour des martyrs. Et s'ils l'acceptent, ils vont passer pour des gens extrêmement intelligents. Donc c'est ça qui est intéressant. Et la première question qu'on me pose partout où je passe, dans tous les continents du monde, c'est est-ce qu'on vous a permis de faire ce film? Est-ce que le film est passé au Maroc, etc., etc. Je pense que c'est là où le débat devient intéressant. Et le film est passé au Maroc. Non, je pense pas, absolument pas. Je pense qu'il y a, je sais pas, pour moi il y a beaucoup de choses qui m'ont, en les écrivant, c'était parce que ça me faisait beaucoup rire. C'est-à-dire, je sais pas, ne serait-ce que l'utilisation des news à travers la télé et les radios, c'est-à-dire on entend, et c'est ça qui est drôle, on entend qu'en Égypte c'est le bordel, en Syrie il y a que des victimes tous les jours, en Libye c'est la guerre, Kadhafi qui appelle au djihad, etc. Et au Maroc on dit tout va bien, on est avancé dans le processus démocratique, et voilà les preuves. Et je trouve que c'est pas gratuit, c'est pas anodin. Je pense que d'un point de vue d'une société qui est beaucoup contrôlée par l'État, c'est normal en fait qu'il soit dans une volonté d'aplatir, de présenter sous le meilleur jour, de faire profil bas pour dire ok on fait passer ça et après on verra. Après, et c'est ce qui s'est passé. Après on se retrouve avec un gouvernement islamiste, je sais pas, le mot est très très laid, mais bon, le plus proche de l'islam on va dire.
Et comme tous les autres pays, sauf qu'à un moment donné, on réalise que ça ne marche pas. On ne peut pas gouverner un pays avec qu'un droit divin, on va dire. Il faut vraiment savoir aussi avoir des ingénieurs, des technocrates, des gens capables en fait de dealer avec le monde actuel. Moi, je trouve ça mignon, mais disons que, en fait, non, moi je suis beaucoup plus un anarchiste dans le sens où rien. Je pense que si quelqu'un me dit que tu n'as pas le droit de faire ça, je vais le faire. Si quelqu'un me dit que tu n'as pas le droit de t'attaquer à ça, c'est comme s'il me donnait envie de le faire. Donc c'est dans ce sens-là où l'idée c'est important de revendiquer sa propre liberté et d'assumer les conséquences de toutes les façons. Chaque fois que j'ai fait un film, on m'a dit oui, ça, tu vas finir en tôle, tu vois. Que bon, j'attends ce moment-là. Je pense qu'à un moment donné, on réalise que c'est plus le XXe siècle. On n'est plus dans des dictatures aveugles, inconscientes. On est dans un monde où finalement on est tellement interconnecté qu'on ne peut plus. Si, on peut se permettre ça. Mais les conséquences sont aussi très rapides. C'est-à-dire le retour de bâton se fait très vite et l'information circule tellement rapidement qu'on ne peut plus se permettre de, je sais pas, de mettre dans des geôles ou de faire disparaître quelqu'un parce que c'est plus les années 70, c'est plus les années 60, on n'est plus là-dedans. Donc, punk, oui, j'aime bien parce que je pense que l'idée d'être punk, c'est aussi de s'inscrire contre un système établi. Et je trouve que même pour le système, c'est très sain d'avoir quelqu'un qui le remet en question automatiquement. Après, qui a le raison, qui a tort, je pense qu'à un moment donné, c'est un détail. Ce qui est intéressant, c'est que de la part d'une société et d'une population qui généralement a toujours été écrasée, donc sans voix, qui ont toujours été des sujets, c'est bien de devenir des citoyens et de pouvoir exprimer en fait un avis même avec colère. Moi je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une alternative à un mec comme Ben Laden, qui a exprimé une colère à sa manière, de manière extrêmement violente et à éclabousser tout le monde. Là, il y a aussi la manière de l'exprimer qui peut être artistique, qui peut être plus humaine aussi, c'est-à-dire d'exprimer une colère, un ras-le-bol, une volonté de sortir aussi de cet écrasement, de devenir des citoyens du monde, c'est-à-dire d'assumer à la fois les responsabilités et des obligations et de pousser aussi les gouvernements en fait, à agir en conséquence. Parce que pendant très très longtemps, là, même depuis presque toujours, c'est-à-dire on est passé d'une colonisation, quelles que soient ses valeurs, à des moments très très troubles depuis les années 70. Je ne parle pas que du Maroc, je parle que du Maghreb, même du pays arabe et tout ça, où c'était tellement instable que ça a fini par devenir des vraies dictatures, et forcément donc, le citoyen n'a pas de voix. Et progressivement, en fait, on a passé longtemps avant de pouvoir exprimer quelque chose avec une voix, et de l'assumer, parce qu'il s'agit vraiment de... C'est à ce moment-là où c'est intéressant. C'est-à-dire quand le citoyen réalise qu'il a le droit de dire des choses, qu'il a le droit de dire qu'il est mécontent, qu'il a le droit d'être en colère, qu'il a le droit d'être hargneux, à partir du moment où ça exprime son mal-être, et forcément ça fait avancer les choses. Non, pas forcément. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'en quelque sorte, il a passé en fait le relais à son petit-fils. En quelque sorte, ça va toujours. Le film dit qu'une seule chose. Par choix ou par nécessité, en fait, on est amené à défendre des positions et même le droit à des choses. Et quel que soit en fait le postulat, quel que soit ça va être toujours le combat d'un homme. Ça va jamais être presque le combat d'une foule, ça va être toujours le combat d'un homme qui décide pour lui, pour les autres et par conviction, parce que toutes les révoltes ne sont motivées que par une seule étincelle. L'étincelle, il faut un homme. Et l'embrasement ne fonctionne que si cet homme il a suffisamment d'idées, il a suffisamment de convictions, il fédère et il met les gens en fait face à un combat en fait. Donc pour moi ça a toujours été le cas. Et ça pour moi ça me rappelle un grand groupe marocain qui s'appelle Nasl Riwan, disons même dans les années 30 c'était presque les seuls vrais militants on va dire. C'était des chanteurs, c'était pas politisé. C'était des chanteurs qui parlaient toujours de l'individu face au monde, de l'injustice, etc., etc. En des temps où c'était extrêmement compliqué. En fait, moi, je sais pas, depuis un bon bout de temps, depuis 2006, depuis mes courts-métrages et tout ça, je bosse essentiellement avec la même troupe de comédiens qui comprennent Hassan Badida, qui comprennent Salah Ben Salah. Et à chaque fois,
l'un d'eux devient le personnage principal de mon film et les autres ils sont en périphérie, en secondaire et tout ça. Et donc ce qui fait qu'on est en quelque chose une sorte de troupe de théâtre. Ça suppose qu'il y a une vraie confiance qui s'installe entre nous, il y a une vraie foi et puis une ouverture de dialogue complète. C'est-à-dire on peut se parler de tout, il n'y a aucun tabou. C'est-à-dire j'écris mes films, on travaille dessus pendant 3-4 mois pour que tout le monde soit cohérent, que les choses qui ne marchent pas on les enlève et les choses et des idées qui viennent qu'on les intègre et tout ça. Et voilà, c'est-à-dire après il y a des gens que j'ai rencontrés en 99 comme Malk Armis qui joue le fils. Hassan je l'ai rencontré en 2006 à l'occasion d'un tournage qui s'est fait à Agadir. Et parce que j'ai beaucoup aimé sa tête en fait, je le connaissais pas, je l'ai croisé presque dans le code de la production, j'ai dit tu es comédien, non je suis réalisateur de théâtre mais je joue aussi, viens on va commencer, voilà de manière extrêmement simple. Et depuis en fait on a travaillé ensemble sur un certain nombre de choses et surtout il y a une vraie amitié en fait, c'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire on sent une connexion, comme je cadrais sur le film, j'étais toujours un peu à 10 cm de lui, quand il courait c'est moi qui courais derrière lui, donc ça lui donnait, c'était un canal de communication extrêmement important et je pense que ça se voit dans le film, ça se voit qu'il y a une sorte d'abandon. C'est très très difficile en fait de demander à quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien de s'abandonner autant, presque de mettre parfois sa vie en péril. Il y a une séquence où il devait nager en plein océan alors qu'il ne sait pas nager. Donc je l'ai foutu en calbute et je lui ai dit bon, vas-y. Donc je pense après c'est vraiment c'est un mode de vie, c'est-à-dire c'est un tournage qui a été encore plus que mes autres tournages, une manière de vivre. On prenait un temps fou pour manger par exemple, parce qu'on avait besoin de communiquer, de dire des choses, de débriefer, de revenir sur des choses qu'on ne trouvait pas forcément abouties, ou alors d'attendre le soleil, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là où c'était intéressant d'avoir de vrais soldats. Tous les comédiens d'ailleurs qui ont bossé sur le film, c'était vraiment des gens qui étaient là par conviction, parce que c'était pas pour le chèque. Évidemment. Donc, et après, c'est des gens avec qui je travaille, avec qui je partage tous les choses. C'est vraiment, il y a quelque chose de fraternel qui est entre nous, même les filles, même pour les comédiennes. Donc voilà, on avance comme une troupe de théâtre à chaque fois, et plus on travaille ensemble, je sais pas, moi je le sens très bien, plus on travaille ensemble, meilleur on devient.